Bonjour. Au nord du Mali, des groupes armés islamistes lapident et amputent au nom de la religion. Ces extrémistes ont profité de la déroute de l'armée malienne en début d'année pour prendre le contrôle de plusieurs villes, appliquer la charia à la lettre et détruire les symboles de l'islam malien traditionnel. L'islam radical est-il la fin ou le moyen des rebelles au nord Mali? On y répond juste après un point de la situation. Au mois de janvier, c'est tout d'abord le MNLA, un mouvement de Touaregs réclamant un État laïque indépendant qui attaque une caserne au nord du Mali. L'armée est mise en déroute. Peu après, des groupes islamistes maliens et étrangers envahissent la région et les différents combattants se disputent le contrôle des villes. Le MNLA est peu à peu débordé, isolé. Il doit céder du terrain face à la coalition islamiste. Notre guerre, c'est une guerre sainte, c'est une guerre légale au nom de l'islam. Nous sommes contre les rébellions, nous sommes contre l'indépendance de ces imbéciles d'indépendance. Nous sommes contre toutes les révolutions qui ne sont pas au nom de l'islam, nous sommes contre. Dans les villes sous leur contrôle, comme par exemple Gao, les islamistes interdisent la musique, l'alcool et le tabac. Ils imposent le voile aux femmes et instaurent la charia. Leur justice expéditive sème la terreur. Des hommes accusés de vol sont amputés de la main droite et du pied gauche. Ce que nous leur avons infligé, c'est Dieu qui nous l'a conseillé, qui nous l'a commandé. Début juillet, les islamistes commencent à saccager les lieux saints. À Tombouctou, ils détruisent plusieurs mausolées, des tombeaux de saints musulmans ainsi qu'une célèbre porte de mosquée. Un sacrilège pour la population. Pour les islamistes, c'est de l'idolâtrie qui porte atteinte à la pureté du culte de Dieu. Au XVIe siècle, Tombouctou est un grand centre intellectuel de l'islam. Des dizaines de milliers de manuscrits témoignent de l'âge d'or de la ville, surnommée la cité des 333 saints. De nombreux manuscrits sont aux mains de particuliers. Des bibliothécaires les pressent de faire numériser leurs ouvrages afin de protéger cet héritage culturel du pillage des islamistes. Deux visions de l'islam s'affrontent donc aujourd'hui au Mali. Sega Goundiam, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'association Mali Diaspora. Vous êtes originaire du sud du Mali, où se trouve encore une partie de votre famille. Comment la population vit-elle la situation sur place? Je ne parlerai pas que du sud. Je ne peux pas ne pas commencer par le nord, où les populations vivent soit la mainmise des occupants pour ceux qui sont restés, soit les affres de la vie de réfugiés pour ceux qui sont partis dans les pays voisins, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, et j'en passe. Mais aussi les inquiétudes pour ceux qui sont au sud ou à l'étranger, qui ont leur famille dans le nord du Mali et qui vivent dans l'inquiétude, bien évidemment, mais qui vivent également dans une forme de révolte par rapport à tout ce que vivent leurs familles qui sont restées là-bas. Et au sud, c'est légèrement différent, outre ceux qui ont de la famille au nord, qui eux se font du souci pour celle-ci. Il y a également tous ceux qui sont impactés par les conséquences économiques de ces crises. Parce qu'il est évident que dans ces conditions, il n'y a pas de touristes qui vont vivre un certain nombre de gens au nord et au sud. Mais il y a également toute la suspension de l'aide des partenaires techniques et financiers qui se fait très lourdement sentir dans tout ce qui est vie économique au sud du Mali aujourd'hui. Mahmoud Mohamedou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur invité à l'Institut de hautes études internationales et du développement et directeur du programme régional au Centre de politique de sécurité de Genève. Alors le nord du Mali est maintenant en proie à une double influence. D'un côté, les indépendantistes touaregs, de l'autre, les islamistes. Ils n'ont pas tout à fait le même agenda. Quelle est leur pierre d'achoppement ? Oui, je crois que c'est important de comprendre la complexité de la crise malienne. Elle est plurielle, c'est-à-dire que d'une part, vous avez un dossier malien-malien, si l'on peut dire, c'est-à-dire que vous avez ces velléités sécessionnistes touaregs qui remontent à l'indépendance, qui est donc une question relativement classique dans sa forme de demande sécessionniste ou indépendantiste, si l'on veut. Et cette demande est essentiellement dans une logique nationaliste, régionale, bien entendu. Par rapport au deuxième agenda qui est le plus important et le plus récent et le plus dangereux en réalité, ce sont ces groupes armés transnationaux, étatiques, qui sont une greffe. C'est un legs de la crise, la guerre civile algérienne des années 90. Ce groupement salafiste pour la prédication, le combat algérien
atterrit dans le nord du Mali au début des années 2000. Il devient Al-Qaïda pour le Maghreb islamique. Et donc, à partir de là, vous avez cet enchevêtrement de causalité dont il faut prendre acte. J'ajouterais peut-être le dossier libyen, qui est important. Vous avez aussi un reversement de tout cet armement, cette fluidité, suite à la crise libyenne. Alors, on va revenir à la dimension internationale du conflit. Au Mali, 90% de la population est musulmane, mais comme l'a dit M. Mohamedou, l'islam des islamistes du Nord est quelque chose d'importé. Alors quel est l'islam des Maliens ? Auparavant, je vais faire une remarque. Je crois qu'il ne faut pas faire de différence. Il n'y a pas de différence de fond entre les rebelles de MNLA, qui sont internes, qui sont nationaux, qui datent de l'époque de l'indépendance. Il n'y a pas de différence de fond entre ceux-ci et les islamistes dont vous parlez, dans la mesure où, je prends simplement un exemple, le MNLA avait fait un accord politique et militaire avec Ansardine. C'était au mois de mars. Ansardine, qui est donc le groupe islamiste local, malien. Islamiste local. Accord de politique et accord militaire, qu'ils n'ont recusé que sous la pression des Occidentaux, ce qui voudrait dire qu'ils sont prêts à faire plus qu'un bout de chemin ensemble. La différence n'est donc pas à ce stade-là, même si les uns réclament l'indépendance de Dagawad, les autres réclament l'islamisation de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça, c'est pas une sécession, c'est islamisation pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont dit dans le reportage. Oui. Alors, j'en reviens à votre question. L'islam au Mali est un islam qui est rentré au 7e siècle, au moment de l'Empire du Ghana, qui était à cheval sur la Mauritanie, le Mali et quelques autres pays plus au sud, et par le commerce. Donc, ce n'était pas un islam violent. C'était un islam, je dirais, par la connaissance mutuelle et par l'adhésion à certains principes. Cet islam s'est développé sur un fond d'animisme, donc c'est africanisé, ce que permet d'ailleurs les écrits qui émanent du prophète et pas les interprétations ultérieures. L'islam doit s'adapter aux cultures locales, c'est ce qui s'est passé au Mali, et cet islam-là était tout à la fois tolérant parmi les différentes obédiences, entre les différentes obédiences, mais était également tolérant par rapport à d'autres religions, voire à l'animisme qu'il a trouvé sur place. Les gens ont vécu de cette façon-là, dans une espèce de brassage à la fois ethnique, religieux et culturel, et c'est ce qui est mis en cause aujourd'hui, et c'est ce qui fait que c'est inacceptable. Et cet islam a donné lieu à un riche patrimoine culturel, et on a vu justement dans le petit sujet d'introduction la destruction de mausolées, de parties de mosquées. On a du mal à comprendre quand même pourquoi est-ce que des musulmans s'en prennent à des symboles de l'islam. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'environnement capacitateur, comme on dit. C'est-à-dire que la population locale est révoltée contre ces pratiques. L'islam malien, traditionnellement, et dans le Sahel, de manière générale, est un islam tolérant. Ce que nous avons, si vous voulez, c'est une manifestation, en réalité, qui est au départ peut-être politique, mais qui se criminalise de plus en plus. Ce qu'on a vu dans le reportage, c'est un islam théâtral. Ce n'est pas un islam qui a une quelconque autorité. D'abord, en islam, il n'y a pas de clergé, donc toutes ces déclarations n'engagent que ceux qui les disent. Deuxièmement, la pratique même de ces valeurs va en contradiction précisément avec les valeurs. Ces textes qu'on voit mis en danger par ces acteurs sont produits par des savants il y a quelques siècles. Et lorsqu'on se penche sur ces textes, on n'y trouvera que de la modération ou de la tolérance. C'est-à-dire qu'il faut prendre acte du fait que cet islam théâtral, comme je le dis, est essentiellement utilisé de manière tactique par ces groupes qui sont de plus en plus criminalisés dans des réseaux maillés, un trafic de toutes sortes. Et donc, nous sommes vraiment dans une espèce de jeu de façade par rapport à une utilisation qui est quand même conséquente sur les populations. On a vu la terreur que ceci inspire. L'islam est instrumentalisé dans ce cas-là par les groupes armés. Oui, je me demande s'il ne faut pas inverser l'ordre des choses, si ce ne sont pas des criminels qui se sont servis de l'islam pour essayer de conquérir en fédérant un certain nombre de forces qui existent dans différents pays, parce que le Nord Mali, une partie du Nord Mali, tout ce qui est nord-est du Mali, est un secteur qui échappe à tout contrôle, où il y a toutes sortes de crimes, les trafics de drogue, trafic d'armes, trafic prise d'otages, trafic d'êtres humains à travers l'émigration, pour ce qui nous concerne. Donc tous ces crimes-là existaient déjà. Et ceci a permis d'amasser une masse d'argent qui leur permet aujourd'hui de financer, entre autres, il n'y a pas que ça, de financer une guerre. Donc ce sont les criminels qui, de plus en plus ambitieux, se sont dit, si en plus nous avions un territoire à partir duquel nous pourrions faire tout ce que nous voulons, alors c'est le Graal. C'est l'association du crime et de la religion, quelque part. Qui est-ce qui a précédé l'autre? C'est la poule et l'œuf.
Vous avez parlé tout à l'heure de la Libye, de la situation qui pourrait se répercuter au Mali. C'est vrai que depuis quelques mois, chaque changement de régime dans la région amène de nouveaux groupes salafistes sur le terrain. Donc on peut faire un parallèle entre ce qui se passe en Égypte, en Libye et au Mali. Alors, il y a un effet d'entraînement, effectivement, mais les choses sont assez différentes. Ce qui est important dans ce développement, c'est que nous avons une capacitation de ces groupes. Le territoire est immense, on vient de le rappeler. Il peut être navigué beaucoup plus facilement par des groupes qui sont agiles, qui sont transétatiques, face à une désétatisation qui est en marche, que ce soit à Bamako ou ailleurs. Mais l'agenda est assez important. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons des groupes qui cherchent paradoxalement à se territorialiser, alors qu'Al-Qaïda, au départ, ce groupe dont il se réclame, a un agenda beaucoup plus global. Donc vous avez en réalité des groupes qui ont pris, à l'heure où nous parlons, Gao, Kidal, Tombouctou, des villes historiques, sont sous le contrôle de groupes armés. Et d'ailleurs, ils menacent de prendre Bamako ces derniers jours. Donc vous avez une évolution qui est assez conséquente par rapport à ça. Ce n'est pas possible de séparer tout ceci de ce qui s'est passé dans l'après-printemps arabe, notamment spécifiquement la crise libyenne, plus que ce qui s'est passé en Égypte ou en Tunisie. Vous craignez que la situation au nord déborde au sud ? Si les rebelles et les occupants qui sont au nord ne sont pas arrêtés dans ce territoire circonscrit, il est évident que non seulement ils descendront au sud, mais ils sortiront du Mali pour aller chercher d'autres pays. Ce n'est pas par hasard, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce n'est pas par hasard que au sein du Moujao, vous avez aujourd'hui de plus en plus de Sénégalais qui arrivent, d'Ivoiriens, de Burkinabés, de Nigériens, de Tchadiens et même de Somaliens. Dans d'autres groupes comme ACMI, vous avez des Afghans, des Pakistanais, des Yéménites. Donc le Mali, le Nord Mali serait considéré, ils ont changé de tactique. Avant c'était diffus, aujourd'hui je crois qu'ils procèdent par une stratégie de domino. Ce qu'ils souhaiteraient faire et ce qu'il faut les empêcher de faire, c'est de conquérir le Nord Mali, de s'en servir comme base pour descendre vers le sud. Et un conquis, un État, ils ont un territoire, ils peuvent aborder d'autres pays voisins. Et progressivement, une fois qu'ils auront fini avec l'Afrique de l'Ouest, il y aura deux axes très probablement vers l'est de l'Afrique, ce qui est relativement facile parce qu'il y a la mobilité, et vers le nord, à travers le Maghreb, ce serait l'Europe. Alors il y a un projet d'intervention militaire. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, donc la CEDEAO, a jusqu'à fin novembre pour rendre son projet d'intervention. En quelques mots, est-ce que vous pensez que c'est la solution ? On vient de voir quels sont les objectifs et les agendas de ces groupes. Est-ce que vous croyez que quelqu'un peut les amener à signer un accord ? Donc l'option militaire est la seule valable. Et pour vous, monsieur ? C'est difficile. On s'est enfermé dans cette logique d'intervention ou pas. En réalité, ce n'est pas possible de laisser ces groupes en contrôle de ces villes, mais en réalité, l'intervention n'est pas si aisée. Qu'en sera-t-il de l'après-intervention ? Les interventions sont toujours problématiques. La CEDEAO a-t-elle les moyens de mener cette opération ? Je pense que pour moi, le scénario idéal, c'est de capaciter un État légitime à Bamako qui serait en mesure de reconquérir souverainement son territoire. Et ça peut se faire dans cette mesure-là. Alors, nous verrons cela dans les semaines et mois à venir. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.